Ok, on va passer à la suite maintenant, j'espère que vous avez bien compris. De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là, je vous ai fait une synthèse, vous la trouverez sur votre cahier de texte, dans un PDF, donc normalement, il n'y aura pas de souci, vous mettrez ça dans votre classeur. On va attaquer l'étude de la deuxième partie du texte maintenant, mais avant, je voudrais juste faire une petite précision à propos de notre narrateur. Notre narrateur, c'est un narrateur personnage. Vous avez vu, je vous ai expliqué un petit peu le principe. La particularité de ce narrateur personnage, c'est que c'est lui qui est témoin des événements qu'il rapporte et qu'il a vécu, et on passe complètement par son ressenti, son point de vue, on parle d'ailleurs de point de vue interne à ce propos-là, pour savoir un peu ce qui s'est passé. Alors le problème de ce point de vue interne, c'est qu'il est intéressant parce qu'on va avoir toutes les émotions et toute la façon, on va avoir toute la façon dont le narrateur a traversé cette expérience, mais le problème qu'a ce point de vue, c'est que c'est un ressenti. Et un ressenti, c'est subjectif. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il le dit que les choses se sont passées comme ça. Donc, faites attention pour la suite. Petite dédicace à votre professeur d'anglais préféré. And now, ladies and gentlemen, the show must go on. Let's go for the suite of the text. Et voilà qu'elle mourut. C'est donc là que démarre la deuxième partie de notre texte, avec l'annonce de la mort de la maîtresse du narrateur. Dans cette scène qu'il nous raconte, ce qui peut vraiment nous frapper, c'est l'état dans lequel est plongé notre narrateur personnage. Un état d'hébétude, un état de sidération. Bon, comme d'habitude, vous allez avoir les questions, vous prenez le temps d'y répondre. Moi, je vais avoir le temps de téléphoner gentiment à votre professeur d'histoire et de prendre un petit peu de ses nouvelles. Que tout va bien chez vous et puis continuez comme ça, bon courage. Ouais, je leur passe le bonjour, ça marche. Salut. Bon, j'étais au téléphone avec votre prof d'histoire, tout va bien, elle est en forme. On y va pour l'étude de la deuxième partie? Et voilà qu'elle mourut. Alors la forme de cette phrase qui commence par « et voilà que », c'est ce qu'on appelle une phrase emphatique. Vous auriez pu dire simplement « elle mourut », mais vous allez renforcer la tournure de la phrase par ce « et voilà que », ou on pourrait avoir aussi « c'est ainsi que ». L'objectif de cette forme de phrase, c'est d'accentuer l'information, de la mettre en relief, ici à savoir l'annonce de la mort. Du coup, l'annonce de la mort prend plus de relief, prend plus d'importance. Dans cette phrase, vous allez relever également l'utilisation du passé simple. Alors le passé simple, vous savez que c'est un temps qui a une valeur forte parce que c'est celui qui marque les actions. Donc ici, son objectif, c'est de marquer bien la transition entre le moment de l'amour qui est un moment passé, lointain, et le moment de la mort qui est un moment qui est plus proche dans l'histoire finalement pour le narrateur. Donc ce passé simple, finalement, va nous servir de transition entre ces deux temps, où on peut dire qu'après l'amour, arrive la mort, après la passion, c'est la tragédie, et aux événements les plus anciens qui étaient racontés au plus que parfait, va succéder un moment où les événements sont racontés dans un passé plus proche, qui est le passé simple, et qui est marqué par la brutalité des événements. On repère également dans le texte, vous avez vu, pas mal de phrases interrogatives. Ces phrases interrogatives, elles ont toujours la même réponse. Je ne sais pas, je ne sais plus. Évidemment, là, l'enjeu pour Maupassant, avec autant de phrases interrogatives et toujours la même réponse, c'est bien d'accentuer sur le fait que le personnage est complètement dépassé par les événements. Alors, il y aurait quand même quelque chose à dire sur la répétition de ces « je ne sais pas, je ne sais plus ». Vous remarquerez que le narrateur, à ce moment-là, il utilise du présent de l'indicatif. Alors c'est intéressant parce que ce présent de l'indicatif, on peut penser que c'est un présent d'énonciation. Ça veut dire que c'est un présent qu'il utilise et qui correspond au moment même où il est en train de se faire la réflexion. Ça veut dire que quand il regarde d'aujourd'hui, du moment où il écrit,
ce qu'il s'est passé au moment de la mort de sa maîtresse, eh bien, il en a perdu complètement la mémoire, encore aujourd'hui. C'est ça que ça signifie. Et ça renforce encore l'état de sidération du personnage. Ça veut dire qu'il est encore, au moment même où il raconte cette histoire, en état de choc. Alors en bleu, je vous ai souligné un certain nombre d'éléments qui vont être très utiles pour préciser un peu le contexte de cette histoire et savoir où et quand elle se passe. Alors on voit une galerie de personnages, des médecins, une femme, la garde, un prêtre. Qu'est-ce qu'on peut dire? La garde, attention, ici, il ne faut pas faire de contresens, il s'agit de la garde malade. On pourrait dire c'est un peu l'équivalent de nos jours d'une infirmière à domicile. Le fait d'utiliser la garde indique bien que le contexte dans lequel se passe cette histoire est plutôt contemporain à Guy de Maupassant. C'est une histoire de la fin du XIXe siècle. Quand on parle du prêtre, là aussi, le prêtre qui vient à la maison au moment où quelqu'un est en train de mourir et une mort qui se passe à la maison évoque plutôt une époque ancienne. Là encore, plutôt l'époque qui est contemporaine à celle de Maupassant. Et puis c'est un peu la même chose pour le mot remède, qui n'est pas tellement un mot qu'on utiliserait aujourd'hui. On parlerait plus volontiers de médicament. Bon, il y a encore d'autres éléments qui sont intéressants pour situer le contexte. On parle d'un enterrement, on parle d'un cercueil, de marteau, on parle aussi de déambuler dans les rues. Donc finalement, qu'est-ce qu'on comprend de tout ça? Notre histoire, dans quel contexte elle se situe? Eh bien, on pourrait dire que pour l'époque, on voit bien d'après la manière dont on parle, le vocabulaire qui est utilisé et la situation qui est développée, qu'on est plutôt dans quelque chose qui est contemporain à Guy de Maupassant, à savoir la fin du XIXe siècle. La petite indication de lieu sur les rues, eh ben, ça semble nous indiquer qu'on est plutôt quelque part en ville. Alors à propos du prêtre, il donne une indication sur la relation entre le narrateur et celle qu'il a aimée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il parle de la femme qui est décédée en disant « votre maîtresse ». Bon, donc cette femme, elle est la maîtresse du narrateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Au XIXe siècle, ça veut dire qu'ils ne sont pas mariés, qu'ils vivent ensemble sans être mariés. Et au XIXe siècle, quand on formait un couple comme celui-ci, un couple qu'on disait illégitime, il faut savoir que ce n'était pas du tout une situation qui était très bien vue. Parce qu'à cette époque-là, le mariage, c'était la règle. Donc le narrateur, dans sa relation avec cette femme, il est dans une relation qui est mal perçue par la société, et cette femme est sans doute mal considérée aussi dans la société du fait de justement ne pas être mariée. Le mot maîtresse à cette époque, il faut savoir qu'il est très péjoratif. Donc quand le prêtre parle de l'amante du narrateur en utilisant ce terme maîtresse, il faut voir que ça résonne presque comme une insulte, et c'est pour ça que le narrateur va finir par chasser le prêtre et en attendre un qui est beaucoup plus humain, dit-il. Alors, sans surprise, cette époque, elle est largement plus sexiste que n'est la nôtre. Donc, quand à cette époque-là, on désigne une femme sous le terme de maîtresse, on peut considérer que pour les gens de cette époque, c'est presque la traiter de prostituée. La maîtresse, c'est celle qui empêche un homme d'avoir une relation normale avec une femme bien établie, parce qu'une femme bien, elle est dans le mariage, n'est-ce pas? Elle ne va pas accepter le concubinage, elle ne va pas accepter, comme on dit aujourd'hui, de vivre à la colle. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ce que je viens de vous dire, là, sur ces points qui sont soulignés en bleu? Eh bien, c'est que le cadre de cette histoire, au départ en tout cas, c'est un cadre réaliste. Tout ce qui arrive dans cette situation, elle pourrait vraiment arriver dans la vie réelle. Attention, je dis bien réaliste et pas réel. Les événements que Maupassant nous raconte sont des événements complètement inventés. C'est une histoire qui sort complètement de sa tête. Simplement, cette histoire-là, elle pourrait très bien arriver dans la réalité de l'époque de Maupassant, évidemment. Et puis une dernière chose qui va rendre ce récit très réaliste aussi, c'est justement l'utilisation d'un narrateur personnage, d'un narrateur qui dit « je », parce qu'on a l'impression que c'est un témoignage qui nous est livré, que c'est une confidence qui nous est faite, et cette confidence, avec ces sentiments qui sont si forts, eh bien ils ont vraiment le goût de la vérité. Simplement, on est quand même dans la fiction.
Bon, bah, j'espère que vous avez bien travaillé, que vous aviez bien repéré tous ces points-là. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave, vous réécouterez tout ce que je vous raconte. Et puis vous relirez surtout la petite synthèse que je vous ai faite en PDF et que vous trouverez dans Pronote attaché à votre cahier de texte normalement ou dans les devoirs de toute façon. Je m'assurerai que vous avez bien trouvé ce document. Comme d'habitude, ce document c'est votre trace écrite, vous mettez ça dans votre classeur, et puis ben moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur l'extrait numéro 2. Allez, bon courage!